Nous sommes le 19 octobre 1991 vers 16 heures à Elne, dans les Pyrénées-Orientales, quand deux jeunes fillettes disparaissent. Bonjour, vous êtes sur Camille raconte le crime, je suis Camille et aujourd'hui je vais vous parler d'une des histoires qui est l'un des plus grands ratés de l'histoire judiciaire française. Nous sommes le 19 octobre 1991 quand deux cousines, Ingrid et Muriel, âgées de 10 ans, disparaissent alors qu'elles allaient acheter des bonbons au tabac d'à côté. 20 minutes plus tard, les deux jeunes filles ne sont toujours pas revenues, les parents commencent à s'inquiéter et ils donnent alors l'alerte auprès de la police. Leur disparition est tout de suite prise au sérieux. Dans la soirée et dès le lendemain matin, toutes les routes sont barrées, les points d'eau sont sondés et plus de 1000 personnes sont mobilisées pour retrouver les deux jeunes filles. Une habitante se souvient avoir vu les deux jeunes filles avec un sac de bonbons à la main près d'un rond-point. Elle se souvient également d'avoir vu un homme sur le bas-côté en train de les regarder et quand la témoin est passée à son niveau, il a baissé la tête. 10 jours après la disparition, les gendarmes du parquet de Perpignan sont avertis qu'un homme a tenté de mettre fin à ses jours dans une chambre d'hôtel à Londres. L'homme est déjà fiché pédophile et il se serait en plus confessé à un prêtre sur la disparition des deux gamins. En Hollande, une jeune femme apprend la disparition de ces deux jeunes filles et elle appelle alors la gendarmerie pour leur dire que son frère a un comportement quelque peu particulier et qu'il pourrait être l'auteur de ces deux crimes. Il s'agit de Christian Vangeloven, 46 ans au moment des faits. Mais revenons à N. Les policiers, à cette étape-là, espèrent encore qu'il s'agit d'un enlèvement ou d'une séquestration et qu'ils vont réussir à retrouver Ingrid et Muriel en vie. Le 1er novembre 1991, Christian Vangeloven est arrêté à Saint-Dizier où il est interné dans un hôpital psychiatrique suite à sa tentative de suicide. À ce moment-là, le seul élément à charge contre Christian Vangeloven, c'est sa voiture. Elle est blanche, comme celle que la témoin a vue près du pont le jour de la disparition. Lorsqu'il est placé en garde à vue, les policiers utilisent la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'ils posent des questions très générales pour arriver à des questions très précises sur le jour de la disparition et sur son emploi du temps au moment des faits. Après seulement 20 heures de garde à vue, Christian Vangeloven passe aux aveux. C'est lui qui a torturé et tué les deux fillettes en les étranglant à l'aide d'une cordelette. Le 2 novembre 1991, il est inculpé de séquestration et d'enlèvement sur une heure par le premier juge d'instruction du tribunal de Perpignan, maître Claude Gauze. Avant de commettre les faits, il aurait acheté une laisse ainsi qu'un journal pour faire croire à la disparition de son chien afin d'amadouer plus facilement des jeunes filles qui passaient par là. Lors de sa garde à vue, il avouera également où se trouvent les corps. Selon son récit, il aura amené les deux jeunes filles dans son studio à Collioure pour les violer, les torturer et les étrangler. Il semblerait pourtant que son récit corresponde plus à un fantasme qu'il avait plutôt qu'à la réalité. Selon les enquêteurs, il aurait violé et tué les deux jeunes filles au bord d'un chemin et pas dans un studio. Le 3 novembre 1991, les corps d'Ingrid et Muriel sont retrouvés dans un ravin de 70 mètres près du cirque de Navacelles. L'examen du corps des victimes conclut à des multiples viols commis avec des circonstances aggravantes de torture et actes de barbarie. Christian Vangeloven est né le 18 avril 1945 à Eindhoven, aux Pays-Bas. Il est le cinquième d'une fratrie de 6 enfants. Son père buvait et la famille n'avait que très peu d'argent. La mère de Christian décide donc de le donner à sa sœur, Petronella, qui vit en France et qui est mariée à un cadre de chez Philips. À 4 ans, il vit donc à Paris chez son oncle et sa tante. Il bénéficie d'une éducation aisée. Pourtant, il aurait subi des sévices sexuels pendant plusieurs années par son professeur de latin. Il devient cadre supérieur, dirigeant du service d'export d'une multinationale. Il est marié à une certaine Martine et a deux enfants. En 1979, aux Pays-Bas, il est condamné pour agression sexuelle sur mineur. Il décide donc de déménager en France. Le 28 octobre 1983, soit 4 ans après sa première condamnation, il entraîne une petite fille de 10 ans dans sa voiture, puis chez lui, et la contraint à avoir des relations sexuelles avec lui. 10 jours plus tard, le 7 novembre 1983, il suit une fillette de 8 ans à la sortie de l'école, l'amène dans son domicile, la déshabille, mais ne la touche pas. Le tribunal d'Orléans le condamne à 4 ans de prison, dont 18 mois fermes et 5 ans de mise à l'épreuve, qui l'obligent à se faire soigner. Pourtant, seulement 13 mois plus tard, le 5 décembre 1985, il est libéré pour bonne conduite. À sa sortie de prison, son avocat entame une procédure pour faire retirer sa condamnation de son casier judiciaire. Une enquête de personnalité et l'avis des psychiatres qu'il va visiter régulièrement convainquent le procureur de la République. Sa condamnation ne figurera que sur la partie B1 de son casier judiciaire et non sur la partie B2 qui est communicable aux tiers.
Un tel blanchiment était possible car son casier judiciaire était vierge et les médecins ignoraient que Christian Vangeloven avait violé sa sœur adoptive pendant de très nombreuses années. Des faits qui remontent à 1963 et qui auraient duré pendant 7 ans. Officiellement licencié économique, Christian Vangeloven déménage en 1985 à Saint-Dizier, où il devient directeur d'export dans une société de bois contreplaqué. Une surprise pour son nouveau patron qui ne comprend pas pourquoi il a quitté un poste de cadre dans une multinationale pour rentrer dans une PME. Le pauvre ne savait pas qu'il venait de faire entrer le loup dans la bergerie. En 1989, il est arrêté pour exhibitionnisme et en 1990, il suit deux jeunes filles à la sortie de l'école et se déshabille devant elles sous un pont. À Chaumont, le 17 décembre 1990, il est condamné à 2 mois de prison avec sursis pour outrage à la pudeur et il écope aussi d'une mise à l'épreuve médicale et d'un contrôle judiciaire. Une peine bien légère malgré son passé, je suis d'accord avec vous. Pourtant, au tribunal, il s'est exclamé: Je suis malade, j'ai des pulsions incontrôlables. Mais bon, les analyses psychologiques prévalent sur des aveux en pleine audience. Pour Marie-Pia Monet, la juge de Chaumont de l'époque, ce dossier est facile. Elle voit d'ailleurs plus cette personne comme un dossier que comme une personne à part entière. On voudrait n'avoir que des dossiers comme celui-là. Il était ponctuel, il ne manquait aucune visite chez le psychiatre. Il culpabilisait, il disait tout le temps que c'était horrible ce qu'il avait fait. Pour son autre avocat, maître Hugues Leroy, il avait une personnalité très attachante. Pour moi, c'était l'exemple typique de la réinsertion. Il avait une volonté de s'en sortir. Il y avait chez lui 99% de bons et 1% d'incontrôlables. Selon ses avocats, du coup, les victimes étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Un autre visage qu'il réussissait même à cacher au travail, selon une de ses proches collaboratrices qui était devenue sa confidente. Il était assez obsédé par les femmes et il poursuivait tout le temps les jeunes stagiaires. Il avait parfois des excès de fureur et il nous faisait peur, mais quand il m'a raconté l'histoire des deux gosses près de la Marne, je l'ai à peine cru. Il est généralement décrit comme intelligent et dominateur, et selon lui, la pédophilie est une maladie qu'il faut soigner. Selon Yves Roumajon, psychiatre, et lors du procès de Christian Vangeloven, il explique: Il est impossible de dresser un profil commun à tous les tueurs d'enfants. Dans la plupart des cas, ce genre d'assassin n'est pas guidé par une pulsion meurtrière. Il tue après avoir commis son acte pour faire disparaître un ou plusieurs témoins. Un de ses confrères ajoute même que Christian Vangeloven, c'est apparemment une personnalité complexe, un pédophile refoulé qui, grâce à son mariage, réussit à contrôler ce trouble. Un état dépressif engendrant une baisse de surmoi suffit à permettre le retour de ces vieux démons. En résumé, pour ses proches et ses avocats, Christian Vangeloven était un bon gars, mais il avait cependant un trouble mental, la pédophilie, qu'il fallait impérativement soigner. Le procès de Christian Vangeloven, le monstre d'Aisne, s'ouvre aux assises de Perpignan le 21 mars 1994. Protégé par une cage en verre, il admettra être pédophile et avoir tué Ingrid et Muriel et s'être débarrassé de leurs dépouilles. Pourtant, jusqu'au bout, il niera les avoir violés et les avoir torturés. Même son avocat, maître Alain Furbery, le chargera, mettant en garde contre l'extrême dangerosité de son client et le risque élevé de récidive s'il est relâché. L'avocat des familles Sanchez et Van der Portal, maître Nicolas, dira: Si quelqu'un avait fait ça à ma fille, je l'aurais tué de mes mains. Lors de ce procès, le père de Muriel, qui s'était juste là contenu, s'effondre. Depuis que tu es partie, rien n'est plus pareil. On t'a cherché longtemps, longtemps. On ne t'a jamais revue, même morte. Pendant son procès, Christian Vangeloven fait part de ses remords et il demande à servir de cobaye pour lutter contre la pédophilie. Nous, les pédophiles, dit-il, nous avons une particularité. Nous nous reconnaissons entre nous et il y en a beaucoup, beaucoup trop. Preuve de la barbarie du crime, le médecin légiste Jean-Pierre Santoro, qui vient de vivre les heures les plus pénibles de sa vie, à autopsier les cadavres, déclara à huis clos: En 15 ans de carrière, j'ai vu des cas approchants, mais jamais rien de tel. Le 25 mars 1994, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à la maison centrale d'Esitzheim, dans le Haut-Rhin. Il meurt le 6 août 2011 d'un cancer à 66 ans et il est enterré dans une fosse commune, sans nom, sans identité. La suite des affaires Christian Vangeloven et Patrick Tissier, l'ogre de Perpignan, un violeur et un tueur, je pourrais vous en parler dans un autre épisode, va faire naître une réforme pénale. La création de la sûreté perpétuelle en cas d'infanticide. À compter du 1er février 1994, les crimes suivants:
Meurtre avec viol, torture ou acte de barbarie sur mineur de moins de 15 ans, meurtre ou tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et crimes terroristes seront éligibles à 30 ans de réclusion criminelle. Pour les autres crimes, la peine maximale est de 22 ans. La peine de 30 ans de réclusion criminelle remplace la peine de mort, c'est donc la peine la plus élevée en France. Christian Vangeloven a été libre pendant plus de 15 ans. 15 ans à faire ce qu'il voulait, à être libre de ses faits et gestes. La justice en a payé le prix fort. Deux jeunes fillettes, Ingrid et Muriel, sont mortes. Ce procès va également réouvrir la voie à la peine de mort, abolie en 1981. Certains pensent que Christian Vangeloven mérite la mort, d'autres qu'il a bien fait de mourir en prison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Méritait-il la peine de mort ou alors ce qui lui est arrivé?